Bonjour à tous, donc dans cette vidéo j'avais envie de tester un format un peu différent d'habitude. J'ai encore jamais testé ça, le concept c'est simple. J'ai écrit un cours avec un support, donc un diaporama, un classique. Et ça sera beaucoup plus, comment dire, authentique si vous voulez, moins de montage, mais c'est plus simple pour moi. Et puis peut-être que ça vous permettra de mieux comprendre les choses s'il y a moins de montage et que c'est plus raw, moins de cut, de zoom et tout ça. Donc dites-moi si ce format vous plaît. S'il vous plaît, j'en referai. S'il vous plaît pas, je referai des formats plus montés, plus scriptés. C'est à vous de me dire. De toute façon, je ferai un peu des deux, je pense. On va s'attaquer à la dynamique d'efficience des marchés. Donc vous savez très bien, sans doute, vous avez déjà une intuition de ce que c'est, l'efficience des marchés, mais c'est très simplement abordé. Souvent on voit que la théorie de Fama, alors que c'est vraiment un concept qui a différentes approches, différentes théories, des contradictions, des paradoxes, et puis souvent il n'est pas abordé dans sa pratique, c'est-à-dire qu'on va juste vous dire « Ah, c'est efficient, puis voilà, démerde-toi ». Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est la pratique de ça, comment on peut en tirer des conclusions pour prendre les meilleures décisions dans le but d'améliorer ses investissements, son trading si on en fait, et puis de manière générale, si on est dans le monde des affaires ou quoi, c'est vraiment un concept, l'efficience des marchés, qui est indispensable à connaître. Donc ce cours, comment il va être organisé? Qu'est-ce qu'on va voir généralement? Bon, déjà, l'efficience des marchés pose un problème, c'est que l'alpha, donc la surperformance dans un marché efficient, va être extrêmement difficile à réaliser, et voire quasi impossible, à part si on a beaucoup de chance. C'est clairement dit, le seul moyen de générer de l'alpha à long terme, c'est d'avoir énormément de chance, et on peut pas vraiment contrôler le résultat. Donc ça serait vraiment très, nihiliste comme conclusion, on peut rien y faire, nos résultats c'est du loto, voilà, donc ta vie c'est du gambling, voilà, tu n'as rien à faire d'autre. Donc ça serait un peu embêtant, mais c'est le problème que ça pose, voilà, un marché est parfaitement efficient, on peut pas générer d'alpha autre que par pure chance en fait. Donc c'est pas vraiment de l'alpha, c'est juste de la chance. Donc ce qu'on va voir plus en détail, c'est la réalité statistique de l'échec. Oui, comme on le voit pas sur internet, vu qu'on voit que les résultats positifs, mais qui sont en fait juste quelques petits outliers, mais la norme, c'est l'échec cuisant, la stagnation et la médiocrité quoi. C'est encore pire en trading parce que c'est un jeu à somme nulle, et c'est ce qu'on voit ici, distinction de jeu à somme nulle à jeu à somme positive, jeu à somme négative aussi. C'est à peu près le même, enfin c'est pas le même principe, mais voilà, on va voir les trois distinctions. La mécanique de l'efficience des marchés, ça je vous ai déjà dit, c'est le principe du cours, enfin c'est le sujet principal du cours, et la seule vérité en fait, pour pouvoir s'en sortir, ce qu'on va voir, c'est l'asymétrie d'information. Voilà, le seul moyen en fait de générer de l'alpha, c'est d'avoir de l'asymétrie d'information. Alors, il y a plusieurs types d'asymétrie, mais on va se concentrer sur l'asymétrie d'information, et on verra que tous les autres types d'asymétrie, asymétrie technologique, etc., sont en fait des moyens d'accéder à de l'asymétrie d'information. Donc, pour préciser, le contenu de ce cours est disponible pour tous les membres de mes offres, de manière générale. Donc, si vous accédez à mes offres, vous accédez à un Google Drive avec tout un tas de papers et tous les supports de cours que je peux utiliser dans mes vidéos et dans le contenu payant. Ça sera disponible ici. De toute façon, le cours, il est gratuit. Donc vous pouvez très bien revoir la vidéo si vous en avez besoin. Le contenu est dans la vidéo. Donc, ce que j'aimerais faire dans ce cours-là, c'est pas me focus que sur le trading, parce qu'en fait, l'efficience des marchés, ça s'applique à peu près tous les marchés. Pas seulement les marchés financiers. Même s'il a été designé, pensé de base pour les marchés financiers, en fait, on peut très bien transcrire la logique à d'autres types de marchés. On va étendre la définition d'un marché à tout lieu où se rencontrent l'offre et la demande. Donc ça peut être les marchés financiers, et c'est là où la théorie fit le mieux et le plus facile à comprendre, c'est-à-dire marché action, marché crypto, marché futur. Mais on peut très bien la transcrire et plus ou moins facilement au marché de l'immobilier, du e-commerce, marché de l'emploi, etc., etc. Donc, ce qu'on va voir, ce qu'on va essayer de comprendre
Est-ce qu'on va comprendre c'est pourquoi 99%, voire plus, enfin ça dépend, des fois c'est moins, des fois c'est plus, mais c'est tout le temps l'écrasante majorité de ceux qui entreprennent dans le monde des affaires, les traders, etc., et surtout dans les domaines à forte asymétrie et les forts extrémistants, qu'on verra dans un autre cours, ça, le concept d'extrémistan et de médiocristan. Pourquoi 99 ou l'écrasante majorité ne capte quasiment aucune richesse, pendant que l'extrême minorité capte absolument toutes les richesses économiques? Eh bien, il y a une part qui explique cela, c'est le manque d'asymétrie d'information, le manque de compréhension de l'arène dans laquelle ils jouent, le manque de compréhension de l'efficience des marchés. Donc déjà, distinguons deux types de jeux. Il y a le jeu à somme nulle ou négative. Donc on va retrouver le trading actif, le poker, la spéculation immobilière à court terme. On peut en trouver d'autres. Mais en gros, le principe, c'est que si moi je gagne, toi tu dois perdre. Voilà. Un gagnant égale un perdant. Dans ce genre de jeu, il n'y a pas d'espérance positive en fait. C'est-à-dire que l'individu moyen va soit être nul, stagné, soit perdre de l'argent. Le trading, je vous cache pas que à cause des commissions, des frictions, etc., il va perdre de l'argent. Donc, on est obligé d'avoir un edge, un avantage compétitif pour extraire de la richesse économique dans ce type de jeu. Alors que, à contrario, les jeux à somme positive, donc là où vous allez avoir tout ce qui va être l'industrie du SaaS, les industries en tout genre, métallurgie, pétrochimie, etc., la vente de services, un serrurier typiquement, un paysagiste, voilà, on va avoir là une mécanique win-win, c'est-à-dire qu'on offre un service, quelqu'un gagne quelque chose et nous, on est rémunéré en retour parce qu'on fait gagner quelqu'un, un bien, un service, ou quelconque richesse en tout genre. Donc ici, il y a une mécanique de création de richesse et une mécanique win-win. Donc on n'est pas obligé d'avoir un edge pour générer ou pour capter de la richesse économique. Typiquement, si on est à peu près, faut pas faire n'importe quoi non plus, mais si on est moyen, si on est dans la norme de l'industrie, on devrait extraire de la richesse économique de manière parfaitement normale. Voilà, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les deux cas, la surperformance que tout individu cherche, l'extrême enrichissement personnel, bien ça va forcément être dû à de l'alpha. La surperformance ne peut pas être sans asymétrie, sans avantage compétitif. Donc on va introduire la théorie de base de l'efficience des marchés, qui va être la théorie de Fama, donc Fama 1970. Donc Fama, il arrive en 1970 avec, il me semble, toute la théorie derrière de Louis Bachelier, qui était un chercheur français qui s'intéressait beaucoup aux options, mais pas que. Enfin bref, il a récupéré plusieurs travaux économiques passés pour conceptualiser ce qu'on appelle la théorie d'efficience des marchés modernes, l'EMH, qui nous dit en gros que dans un marché assez liquide, sans friction, etc., les prix devraient intégrer toute l'information disponible. Donc en soi, toute l'information publique et privée, pour l'efficience forte, doit être inclue dans les prix. Et donc il n'y a pas moyen d'extraire quelconque profit anormaux en spéculant ou en pariant avec une quelconque information sur l'évolution des prix, étant donné que de toute façon cette information que l'on a, elle n'est déjà intégrée dans les prix. Donc on ne peut pas utiliser une information quelconque pour en tirer profit. Ça a pour conséquence que vous ne pouvez pas gagner d'argent, vous ne pouvez pas faire de profit comme on voit sur les réseaux avec j'analyse la macroéconomie. Oh là là, Powell, ça fait 10 minutes qu'il a annoncé telle information, je vais utiliser cette information pour prendre un trade sur le marché du Forex. Et ce genre de conneries, c'est pas possible dans ce cas-là parce que l'information est déjà parfaitement intégrée dans le prix. Donc il n'y a aucun mouvement à capter, l'information est déjà. C'est le concept d'une information qui est priced in ou non dans les prix. Et puis dans l'efficience, la théorie d'efficience des marchés, elle est forcément priced in, en gros. Donc il n'y a pas moyen d'extraire quelconque profit basé sur une information. 3 types d'efficience principales. Donc l'efficience forte, c'est l'efficience la plus pure, parfaite. Toutes les informations, vraiment absolument toutes, même privées, même confidentielles, sont déjà intégrées dans le prix. Donc c'est vraiment la forme d'efficience la plus complètement lunaire et irréaliste. Mais
elle existe, voilà, dans la théorie. L'efficience semi-forte, donc là vous avez au moins toute l'information publique, pas la privée, mais la publique qui est intégrée dans les prix. Et l'efficience faible, c'est toute l'information passée. C'est-à-dire que les prix passés sont intégrés dans les prix actuels, donc l'analyse technique ne fonctionne pas sous l'efficience faible, mais aussi toutes les informations passées. C'est-à-dire que si, disons que Powell annonce une montée des taux d'intérêt, il l'a annoncé, disons, il y a 10 ans. Non, 10 ans c'est beaucoup trop. Il y a 3 mois, disons, il y a 3 mois on peut pas l'utiliser. Voilà, ça sert à rien parce que c'est déjà dans le passé, c'est déjà intégré dans le prix. Par contre, si Powell, de manière instantanée, annonce la montée des taux, on pourrait short euro-USD et capter le micro-mouvement instantané dans les prix dû à l'annonce de Powell, parce que c'est pas une information privée, c'est une information publique mais qui tombe instantanément. Donc du coup, elle n'est pas parfaitement intégrée dans le prix et elle s'intègre à ce moment-là. Mais une fois qu'elle devient passée, elle ne peut plus être intégrée, elle ne peut plus être utilisée car elle est déjà intégrée dans le prix. Donc voilà les 3 types d'efficience. Dans tous les cas, l'analyse technique ne fonctionne pas. D'ailleurs, même l'analyse quantitative, utiliser les prix passés dans quelconque modèle pour en prédire les rendements futurs ne fonctionnerait pas d'ailleurs dans cette théorie. Donc on voit qu'elle a de fortes limites déjà empiriques, ce qu'on pourrait observer dans l'industrie, car beaucoup de stratégies quantitatives et même de stratégies de manière générale utilisent de l'info publique et non privée de manière intelligente, pas en dessinant des patterns grossiers sur des graphiques un peu n'importe comment ou en inventant du storytelling marketing, mais de manière intelligente, pas forcément quantitative, mais de manière rationnelle. Au moins, on démontrait de sortes de profits anormaux. Alors on pourrait se dire, c'est que de la chance. Oui, mais si on prend les résultats de certains hedge funds comme Berkshire Hathaway ou bien Renaissance Technologies ou même Citadel, réaliser ce genre de performance sur le long terme, il y a très très faible probabilité que ça soit dû à la chance. Ça veut pas dire que ça l'est pas, mais franchement, ça serait vraiment peu probable que ça soit dû à la chance. Alors ça veut pas dire qu'ils utilisent l'information passée dans les prix ou les informations passées de l'analyse fondamentale ou quoi. On connaît certains standards des stratégies utilisées dans le passé comme le statistical arbitrage, qui a très bien fonctionné dans le passé, ou le trend following sur les commodities dans les années 80-90, ça utilise les prix passés. Et c'est James Simons qui a annoncé que dans les stratégies qui ont marché dans le passé, il y avait ça. Vous trouverez plusieurs conférences de lui. Donc ça vraiment, ça réfute, c'est le contre-exemple qui réfute le MH, même faible, l'efficience faible, est donc réfutée dans ce cas-là. Si on peut utiliser les prix passés pour réaliser du rendement sans risque. Enfin, du rendement anormal, en gros, non expliqué par des facteurs de risque économique. Ou par une création de richesse, comme je vous l'ai dit, dans un marché à somme positive, où vous fournissez un service, etc. Donc vous voyez, là, ce qu'on vient de voir, c'est l'EMH dans le cas des marchés financiers, mais l'EMH s'applique à tout type de marché. Prenez par exemple le dropshipping dans les années 2013-2017. Vous aviez une courte fenêtre d'asymétrie où ça a très très bien marché. Il y a des personnes qui ont été capables de générer énormément de profits en faisant des pages de vente, en utilisant les ads, les publicités qui étaient vraiment peu chères à cette époque-là pour vendre en gros des produits de merde chinois AliExpress avec, x2 du prix, x3 du prix, donc faire du rendement gratuit parce qu'il y avait une asymétrie d'information. Le public ne connaissait pas AliExpress, était pas habitué aux pubs, n'était pas du tout vacciné aux trucs agressifs, aux publicités agressives modernes. Les Facebook, etc., les publicités Facebook étaient vraiment peu régulées. Donc il y avait vraiment tout cet écosystème qui permettait une asymétrie d'information entre ceux qui avaient trouvé la technique et le consommateur. Et donc on était capable d'extraire de la richesse économique facilement, de manière anormale, grâce à cette information que le marché n'avait pas intégrée.
Or, aujourd'hui, le dropshipping, bon, bah, vous avez plein de clones qui vendent qui vendent une image, quoi, en utilisant la façade du dropshipping, un peu comme on pourrait voir en trading, finalement. Donc, des coachs qui utilisent le dropshipping comme utilisent le trading pour appâter Kevin, qui en peut plus de se faire payer à coups de bâton, à coups de trick, et puis d'avoir une vie qu'il ne veut pas. Donc cette personne appuie bien là-dessus pour lui vendre des conneries, mais l'anomalie, en fait, l'information a été parfaitement intégrée. Tout le monde connaît le dropshipping. Ma grand-mère connaît le dropshipping. Tout le monde connaît le dropshipping maintenant. Donc il n'y a plus d'asymétrie d'information à réaliser cette technique. Ça a été parfaitement intégré, l'information a été parfaitement intégrée au marché. Donc il n'y a plus de profits anormaux qu'on peut générer, à part par la chance, grâce au dropshipping. Vous avez aussi le domain flipping dans les années 2000-2010. Il y a une poignée de personnes qui étaient assez malins pour se dire tiens, les noms de domaines génétiques type génériques type hotel.com, insurance.com, cars.com, etc. Forcément, il allait y avoir une demande énorme pour ce genre de domaine générique. Donc ils allaient forcément, avec la croissance d'Internet, la croissance du business en ligne, prendre énormément en valeur, juste par mécanisme simple d'offre et de demande. Il n'y a qu'un nom de domaine, il va y avoir plusieurs demandeurs de ce nom de domaine, potentiellement détenteurs de business, donc il y a un avantage, un intérêt économique à posséder ce domaine-là, donc mécaniquement ça allait faire en sorte que ces noms de domaine allaient valoir une fortune, donc ils les ont achetés quelques miettes et vendus beaucoup plus tard, quand le nom de domaine vendre aux enchères typiquement à des fortunes en fait, comparé au prix qu'ils les avaient achetés. Il y a même des entreprises qui ont racheté des noms de domaine pour plusieurs millions, alors que le nom de domaine avait été racheté par la personne dans le début des années 2000 à quelques dizaines de dollars. Donc il y a pareil une asymétrie d'information entre les personnes qui ont rationnellement pensé à ça, accédé à cette information-là, des noms de domaine, de mécanique d'offre et de demande, et ont réalisé un profit grâce à cette asymétrie d'information, car les autres entreprises, le marché en lui-même ne l'avait pas intégré. Donc déjà, on voit bien que capter une asymétrie d'information, ou genre arriver à capter une anomalie de marché, donc une information qui n'est pas directement intégrée dans les prix, comme l'efficience de marché le veut, ça peut pas être fait en suivant la masse, en regardant un mec te dire que super, cette action-là, c'est la prochaine qu'il faut acheter. C'était quoi Yann Darwin, c'était... Je sais plus c'était une biotech complètement pourrie. Voilà, ce genre d'influenceur qui... Visiomed, c'était Visiomed, voilà. Donc il vous dit que Visiomed va être la prochaine action à acheter vite, se ruer sur le prix parce que comme une foule, de manière grégaire, comme un troupeau de moutons pour acheter l'action parce que notre influenceur préféré nous a dit de l'acheter. Bon, déjà, ce comportement-là, ça va pas nous permettre de capter une asymétrie d'information et d'en réaliser un profit. Donc déjà, les comportements grégaires, suivre la foule, tout ça, bon, on sait déjà que c'est sans doute le meilleur moyen de jouer à la loterie avec sa vie, hein. Donc de peut-être gagner si on a beaucoup de chance, mais d'avoir des résultats qui seront potentiellement distribués selon les statistiques populaires en fait. Et quand on connaît les statistiques populaires comme on l'a vu précédemment, hein, on n'a pas envie de faire partie des statistiques populaires. Donc suivre la foule, on évite. Par contre, ça veut pas dire que faire n'importe quoi, c'est forcément bien, hein. Je dis pas ça. Je dis juste que suivre la foule, ça nous permet juste d'être distribué de manière aléatoire et de ne pas capter d'asymétrie d'information parce que par définition, la foule n'a pas d'asymétrie d'information. Donc un conseil, ne suivez pas les conseils des influenceurs, ne suivez pas mes conseils non plus. Du coup, ça fait un paradoxe en lui-même. Mais non, parce que moi je vous donne des systèmes, je ne vous donne pas des coups. Je ne vous dirai jamais, allez acheter ce shitcoin, c'est super. Non, je vous donne juste des modèles de pensée, vous prenez pas. Voilà, je vous donne des modèles, des cadres de pensée, des théories plus ou moins populaires dans la littérature scientifique. Vous prenez pas. Vous faites comme vous voulez.
Donc, du coup, là, vous commencez à comprendre le concept d'avantage compétitif, d'edge et d'asymétrie, et plus particulièrement d'asymétrie d'information. Donc l'edge, c'est l'avantage compétitif, c'est l'exploitation d'une faille temporaire dans l'efficience des marchés. Et en fait, cet edge-là, souvent, il va être permis grâce à une asymétrie d'information. Donc savoir ce que l'autre ignore, mais pas seulement l'autre, que imaginez-vous un individu, non, c'est le marché en général. Voilà, une information qui n'a pas été intégrée dans le prix ou dans un marché en général. Et c'est la source de profit anormale. C'est comme ça que des sociétés de trading haute fréquence ont pu s'enrichir de manière exponentielle début des années 2000, parce qu'ils ont capté des asymétries d'information permises grâce à une latence minimale par rapport aux autres intervenants. Comme si vous pouvez voir dans le futur, si vous voulez, étant donné que le reste des intervenants était complètement lagué dans le passé. Donc avoir 10 secondes de différence, c'est absolument immense, et donc il y a des sociétés qui se sont enrichies de manière complètement anormale grâce à cette asymétrie d'information permise grâce à une réduction de latence. Et donc ça nous en vient à la technologie. Donc vous allez me dire, l'asymétrie d'information, c'est pas la seule source d'asymétrie. Il y a plein de sociétés qui doivent leur profit, non pas forcément à de l'information, mais à une technologie, à un marché, une barrière à l'entrée, etc., etc. Mais en fait, tout ça, c'est des moyens d'accéder à une asymétrie d'information. Donc prenons le cas de l'asymétrie technologique. L'asymétrie technologique, pourquoi il y a des sociétés de trading haute fréquence qui dépensent des millions dans des FPGA, des câbles, des tours micro-ondes, des fermes de calcul, etc. Toute cette technologie qui leur donne un avantage, c'est un moyen indirect d'accéder à l'asymétrie d'information. Typiquement, les FPGA qui permettent une latence meilleure que tout le reste du marché, ça permet de capter, de voir un prix, de voir un ordre, de voir un flux avant tout le monde. Et donc, de voir une information avant tout le monde, donc les autres ne possèdent pas cette information, donc si on l'a avant tout le monde, on possède une asymétrie d'information que l'on peut utiliser pour s'enrichir, pour réaliser un profit anormal. La ferme de calcul, c'est pareil. C'est dans des données avec beaucoup de bruit, énormément un signal qui est caché, eh bien, avoir énormément de puissance de calcul pour structurer tout ça de manière mieux ordonnée et en extraire un signal que les autres ne peuvent pas car ils n'ont pas cette technologie. Mais c'est ce qui nous permet de réaliser un profit, c'est le signal. C'est une information permise et accessible seulement grâce à notre technologie qui nous permet d'avoir un avantage sur les autres, sur le reste du marché et de générer un profit anormal grâce à cette information qui est seulement obtenable, qui est seulement accessible grâce à la technologie. Donc en fait, on utilise une asymétrie de technologie pour accéder à l'asymétrie d'information. Donc voilà, le hardware, c'est pas directement l'edge. Le hardware, en fait, si vous voulez, vous pouvez le voir comme un tuyau qui permet d'extraire l'information avant qu'elle ne soit priced in. C'est donc un moyen d'atteindre l'asymétrie d'information. Et puis vous pouvez généraliser à tous les autres types d'asymétrie, typiquement l'asymétrie de réseau. Le réseau, connaître plein de gens, ça te permet d'obtenir des informations que les autres n'ont pas. Vous savez que tel poste est accessible, vous pouvez faire jouer telle personne du coup pour accéder à ce poste. Enfin bref, vous pouvez voir, c'est plus compliqué pour certains types d'asymétrie, mais en général, vous pouvez le nerf de la guerre du profit anormal dans un marché, c'est l'asymétrie d'information. Donc un moyen d'appliquer ça dans un marché qui peut sembler efficient à première vue. Un marché ne va pas forcément... efficient, non efficient, on va le voir plus tard dans le futur de la théorie, mais ça veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de profit à prendre en fait. Un marché, à première vue, il peut être efficient jusqu'au cas en fait, où on trouve une asymétrie d'information et il ne l'est plus pour nous. Pour le reste du marché, il est efficient. Pour nous, on a une asymétrie d'information, le marché ne l'est plus. Il va plus ou moins être difficile de trouver ces asymétries d'information. Et plus un marché est efficient, plus il va être difficile de trouver des asymétries d'information. Mais une manière, par exemple, de faire, c'est... Vous voyez donc un marché avec des milliers de noms de domaine qui expirent chaque jour. La plupart des gens voient juste prix ou libre sur le nom de domaine. Voilà, il n'y a pas d'asymétrie à première vue. Mais vous, ce que vous utilisez, c'est vos compétences en informatique, en computer science, en statistique, etc. En programmation, en dev, pour créer un scrapping qui va scanner en continu tous les noms de domaine, expirés, non expirés, etc. Qui va avoir des algos propriétaires pour regarder les sources du trafic, faire du scoring en fait sur les noms de domaine pour connaître leur valeur réelle. Et
quand vous savez qu'un nom de domaine est très recherché, va forcément être peut-être acheté par quelqu'un, bah vous dépêchez à la milliseconde de récupérer ce nom de domaine pour directement le revendre. Hein. Peut-être que vous l'achetez à 10, vous le revendez à 2000, et donc vous faites un profit parce que vous avez tout un système, tout un modèle qui utilise la technologie, donc minimum latence, un algorithme pour faire du scoring sur le nom de domaine et savoir sa valeur réelle sur le marché. Du scrapping continu pour analyser des quantités de données faramineuses que la plupart des gens ne peuvent pas faire. Et donc cette technologie-là, cette connaissance-là et cette expertise vous permet d'accéder à une asymétrie d'information, une information qui n'est pas dans le marché et de réaliser un profit. Et donc c'est là le truc, c'est que si vous, par exemple, un problème de cette asymétrie d'information, et comme on l'a vu pour le problème de la foule, si vous suivez la foule, vous pouvez pas capter d'asymétrie d'information, bah c'est que l'efficience elle est dynamique. Imaginez que là, votre stratégie elle marche très bien, votre algo fonctionne très bien, vous arrivez à acheter et vendre les bons noms de domaine et à chaque fois réaliser des profits de manière anormale, mais que vous publiez votre algo, vous publiez votre algo et vous le dites à tout le monde, voilà, tout le monde se met à l'utiliser. Bon bah du coup qu'est-ce qui va se passer ? La compétition va faire que ça va être priced in en fait. Il n'y aura plus d'anomalies à exploiter, il n'y a plus d'asymétrie d'information parce que tout le monde utilise la même technologie que vous, donc le marché intègre l'information qui avant n'était pas intégrée. C'est dès que ça devient public, dès que tout le monde le fait, ça peut plus être un avantage, ça peut plus être une asymétrie d'information. Donc dès que la compétition augmente, les marges vont s'effondrer. Hein. C'est à peu près ce concept-là en économie bien connu et qui va se passer. Et donc le marché, lui, par contre, il va devenir plus efficient parce qu'il va intégrer maintenant plus d'informations qu'il n'en avait avant. Donc ça va être plus dur maintenant de trouver. Il va falloir trouver d'autres asymétries d'informations pour extraire de la richesse économique, de la valeur économique du marché et de manière anormale. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un hedge, ça va en général jamais être éternel. Si votre asymétrie est vraiment, vraiment compliquée à obtenir, vraiment, vraiment barrière à l'entrée au max, etc., peut-être que votre hedge peut durer longtemps. Mais en général, il va jamais durer éternellement. Et vous devez toujours trouver de nouvelles asymétries d'informations parce que le marché tend à être toujours plus efficient, à intégrer toujours plus d'informations. Et donc, il va toujours falloir innover, toujours falloir... comme on le verra plus tard, toujours falloir trouver d'autres informations non intégrées dans le prix pour tirer des profits non normaux, anormaux d'un marché. Donc en gros, de l'alpha, pour tirer de l'alpha d'un marché. Votre edge doit absolument être protégé et renouvelé. C'est pour ça que c'est complètement débile en tant que quand vous voyez un mec qui vous dit « Oh !» Voilà comment je fais 10 000 € par mois, copie-moi. C'est complètement con, hein, c'est complètement con de faire ça. Genre les vidéos comme ça des coachs qui vous disent comment faire 10 000 € par jour et de les copier. Bah c'est des conneries, ça marche pas. C'est putaclic parce qu'en fait, ce genre de profits anormaux, bah tu dois les garder pour toi parce que si tu le dévoiles à tout le monde et que tout le monde l'utilise, bah c'est mort. L'asymétrie d'information disparaît. Et donc du coup, il n'y a plus de profits anormaux à faire. Et c'est plus que la chance qui détermine qui va gagner plus, qui va gagner moins. Et bien sûr, l'espérance si on est dans un marché à somme positive, à la différence d'un marché à somme nulle où là, un gagnant égale un perdant. Donc il y a espérance nulle. Donc, le problème de l'efficience, il y a un problème très connu de l'efficience des marchés au sens de Fama. Déjà, on l'a vu que c'était dans la réalité, comme je vous ai dit dans la partie précédente, là, il y a peu de chances que ça soit vrai, parce que je vous ai donné plein de moyens, plein de contre-exemples dans le passé, trading haute fréquence, etc., qui montrent que l'efficience de marché n'est certainement pas forte, certainement pas semi-forte, peut-être qu'elle est faible, mais en tout cas, l'efficience de marché ne tient pas vraiment la route au sens de Fama. Il y a de l'idée, il y a une idée qu'on comprend, mais au sens de Fama, c'est un peu trop simplificatif. C'est une hypothèse un peu trop simplificatrice de la réalité. Même si y a des concepts observables, mais pas tels qu'ils sont énoncés dans la réalité, dans la théorie. Donc on va voir le paradoxe ici. Le paradoxe peut être résumé en une phrase, hein. Si les marchés sont efficients, pourquoi les banques, les hedge funds, etc.
payent des millions, des comptes, des infrastructures, etc., des données pour exploiter, pour chercher des informations, si elles sont déjà intégrées dans le prix. Donc c'est déjà un paradoxe. Dans un marché efficient, les intervenants qui feraient ça, eh bien, ils feraient faillite, parce qu'ils paieraient des millions pour trouver aucune inefficience de marché. Donc, il n'y aurait pas de profit. Donc, ils ne pourraient pas sortir de l'argent de nulle part comme ça à l'infini. Donc, feraient faillite et disparaîtraient. Donc, le but, là, ça va être de comprendre pourquoi c'est pas binaire, c'est pas efficient, pas efficient. C'est pas un état naturel du marché d'être efficient. Et c'est plus une dynamique, un combat entre plusieurs classes d'intervenants, entre deux principales classes d'intervenants. Donc, on va voir la notion du coût de l'information. Donc, ce paradoxe-là, que je viens de vous citer, c'est le paradoxe de Grossman et Stiglitz. Donc, il a été énoncé, publié en 1980. Donc, l'hypothèse du départ, c'est le marché parfaitement efficient. Notons E, indice max. Si E max est vrai, les prix reflètent toute l'information coûteuse. Le gain marginal à découvrir une info déjà pricée, donc nul, on peut pas... ça sert à rien de découvrir une information qui est coûteuse, hein. Donc on doit payer pour découvrir une information qui est déjà intégrée dans le prix. Donc ça sert à rien, hein, on va rien gagner en faisant ça, et en plus on va payer parce que trouver cette information est coûteuse. Donc, il va y avoir une démotivation vu que les entreprises vont faire faillite. Hein, personne ne dépensera de l'argent pour une info qui n'apporte rien. Donc, les analystes, les researchers, etc., les algos vont s'arrêter. Qu'est-ce qui permettait cette efficience ? Pourquoi le marché intègre cette information ? C'est parce qu'il y a des gens pour chercher cette information. Donc, si personne ne surveille, les nouvelles informations ne sont plus intégrées. Et donc, les prix redeviennent faux. Donc le marché n'est plus efficient. Donc automatiquement, il y aura des gens malins pour rechercher l'information, re-exploiter ces anomalies de marché grâce à ces asymétries d'information. Et c'est la boucle. Je vous ai déjà à peu près expliqué cette boucle dans la vidéo du variance ratio. Donc on la revoit ici. Et donc c'est l'Ouroboros. Vous voyez qu'il y a une dynamique comme ça. On ne peut pas être parfaitement inefficient parce que si c'est parfaitement le chaos et le marché est complètement débile, ça va pas tenir vu qu'il y a par définition des gens intelligents qui vont se mettre à exploiter les inefficiences. Et on peut pas avoir un marché parfaitement efficient parce que sinon ça démotive les gens intelligents qui cherchent l'information et donc ça ne peut plus intégrer l'information, donc ça redevient inefficient. Et donc vous voyez qu'il y a une espèce de dynamique comme ça entre les deux, entre marché efficient et non efficient. Donc ce qu'il faut retenir de ce paradoxe, c'est que pour que le marché soit efficient, il doit être suffisamment inefficient pour rémunérer ceux qui le maintiennent efficient. Donc l'inefficience, du coup, ce n'est pas une erreur, finalement, c'est quelque chose de sain dans un marché. Un marché se doit d'être suffisamment inefficient et d'avoir suffisamment de noise traders, qu'on verra plus tard, donc pour rémunérer ceux qui... la petite élite qui possède l'information, qui n'est pas intégrée dans le prix. Voilà, donc les chercheurs d'alpha qui permettent de rendre le marché plus efficient. Voilà. Il doit y avoir des erreurs et il doit y avoir des gens qui payent une sorte de taxe, donc tout ce qui va être noise trader, pour rémunérer ceux qui cherchent l'alpha. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que oui, ceux qui cherchent l'alpha et ceux qui sont rémunérés, c'est une extrême minorité. C'est ce qui explique la distribution trader. La quasi-totalité des gestionnaires d'actifs sous-performent, la quasi-totalité des retails se font absolument atomiser. Cette réalité statistique, c'est le fait que déjà la plupart des traders que vous voyez sont des gros noise qui n'ont aucune information, qui traitent sur aucune base d'information, c'est-à-dire qu'un pile ou face est aussi pertinent que ce qu'ils font. Mais en plus, dans ceux qui traitent de manière rationnelle, et ça suffit pas de trader de manière rationnelle parce qu'il faut être dans les meilleurs. Être le quatrième, ça ne suffit pas. C'est ce qu'on verra avec le principe d'extrémistan de Taleb, de winner take all en trading et en business en général. Il faut être premier. J'abuse peut-être, mais il faut être dans le top, peut-être 0,1%, 1%. Il faut être dans les meilleurs parce que ça ne rémunère que les meilleurs. Si vous cherchez... vous pouvez très bien tomber sur une bonne information, mais si quelqu'un d'autre l'a exploité avant vous,
plus vite que vous, etc., ou mieux que vous avec des petites sophistications en plus, vous ne serez pas rémunéré, vous ne toucherez rien. C'est le principe, c'est comme quand il y a un arbitrage triangulaire, typiquement, bah, c'est le premier qui va détecter cet arbitrage-là qui va être rémunéré. Ceux qui arrivent à derrière, ils auront juste du slippage dans la gueule et puis ils auront raté l'opportunité d'arbitrage. Donc il faut être le meilleur. Le salaire là pour les chercheurs d'alpha, c'est pour les meilleurs. Voilà. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, il y en a plein, hein, c'est la fameuse phrase. Et ceux qui trouvent, on en cherche. Donc cette fameuse phrase très connue pour le domaine de la recherche s'applique exactement ici, hein, dans le trading, la recherche d'alpha, la gestion d'actifs et la recherche de profits anormaux, de manière générale dans le business, dans le monde des affaires. Donc, l'équation de Grossman et Stiglitz, si on veut résumer le concept, c'est que le gain potentiel, donc l'alpha brut, doit être environ égal au coût d'acquisition data plus recherche, plus le risque, hein, le coût, il y a un risque en faisant ce coût d'acquisition, en faisant cette recherche, il y a un coût d'acquisition et un risque qu'on doit porter, et vous connaissez le concept en finance que tout investisseur portant un risque doit être rémunéré avec une certaine prime de risque. Et donc l'inefficience brute que l'on pourra trouver dans un marché est égale au coût minimum d'acquisition, data plus recherche, qu'une société peut faire pour trouver cet alpha, plus une prime de risque en fait, qui est due au fait que quand on cherche de l'alpha, bah, y a des risques qu'on ne le trouve pas, il y a la volatilité du marché, il y a l'exécution, le slippage, etc. Donc, il doit aussi rémunérer le risque que l'on prend. Il y a une dynamique ici d'équilibre, comme je vous l'ai dit, une dynamique d'équilibre entre marché efficient et inefficient, qui amène à un équilibre d'inefficience, qui amène à un équilibre de marché, un marché suffisamment inefficient, mais pas totalement, et qui tend vers toujours plus d'efficience. C'est si l'alpha brut est plus grand que les coûts, bah, le profit net est positif, parce que bah, on va payer moins que ce qu'on va gagner en exploitant l'alpha. Donc tous les citadelles-like, les sharks y rentrent. Donc l'efficience du marché monte, vu qu'il trade de manière très sophistiquée, avec beaucoup d'informations, toujours plus d'informations. Donc le prix en intègre plus, mais le marché devient toujours plus efficient, donc toujours plus difficile d'exploiter de l'alpha. Donc peut-être que l'alpha brut va devenir plus faible que les coûts, donc les firmes vont payer plus qu'elles ne vont gagner en profit brut, ce qui va faire une perte nette. Des acteurs les moins sophistiqués vont sortir, le marché va redevenir un peu plus inefficient, et on va avoir cette boucle, ce ping-pong qui va équilibrer en fait le marché vers un certain niveau, vers un certain niveau d'efficience. Vous pouvez le voir ici sous forme d'un graphique, d'un schéma. Vous avez l'inefficience totale qui va attirer énormément d'avidité, parce que bah, vous allez avoir dans un marché qui est complètement inefficient énormément de profits avec très peu d'efforts, parce que les pépites d'or en fait elles sont par terre, donc tout le monde peut les choper et les revendre directement, ce qui va le rendre très rapidement efficient, très rapidement. Et puis des exemples comme ça, bon, on a les cryptos en 2015 ou en 2016 où il suffisait d'acheter de la crypto à Tokyo, de la revendre en Corée, ou de l'acheter en Corée, de la revendre à Tokyo à la main pour réaliser des profits faramineux, voilà. Ou le pétrole dans les années début 19e siècle, fin du 19e siècle, du 19e siècle, où il y avait des puits de pétrole, il suffisait d'acheter un terrain, bam, il y avait du pétrole à ciel ouvert. Voilà, ce genre de marché-là où il y a des anomalies complètement aberrantes, bah, ça dure très peu de temps en fait. Ça dure très peu de temps, surtout à l'ère numérique aujourd'hui où l'information circule de manière libre avec très peu de friction. Bah, ça va attirer beaucoup d'arbitrage, donc le marché va très vite devenir efficient, jusqu'à atteindre le point d'équilibre où le coût d'accès à l'information devient trop élevé. Si on le dépasse, le coût d'information par rapport à l'alpha qu'on va pouvoir exploiter devient trop élevé. Donc on va pas gagner assez d'argent par rapport à ce qu'on paye en termes d'efforts, en termes de temps investi, en termes d'argent, d'infrastructure, tout ça. Bien, on va pas gagner assez d'alpha, ce qui va faire abandonner beaucoup d'acteurs, ce qui va rendre le marché, il y aura moins d'arbitrage, moins d'arbitragistes, donc par définition moins d'informations intégrées dans le prix,
Donc le marché redevient plus inefficient et hop, on va alterner comme ça autour de cet équilibre-là, qui lui-même, comme on va le voir plus tard, est lui-même dynamique en fait. Donc on va alterner comme ça et donc le marché, voilà, c'est une dynamique d'efficience. Ce n'est pas un état naturel, c'est une dynamique d'efficience causée par les arbitrageurs, les informed traders et la masse de noise traders qui permet à ces intervenants informés de s'exécuter. Et c'est cette dynamique qui crée l'efficience des prix. Et l'efficience n'est pas parfaite, c'est un équilibre. Voilà, c'est un équilibre entre efficience totale. Voilà, sur un continuum entre inefficience totale et efficience parfaite, voilà, vous avez un continuum et vous avez un niveau d'équilibre dynamique comme ça qui se crée par l'interaction des noise traders et des informed. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez le concept de noise trader et d'informed trader. Donc nous, sur cette chaîne, le rôle, j'imagine que si vous vous intéressez à la finance quantitative, c'est que vous cherchez à maximiser votre accumulation de richesse personnelle. Hein. Sinon, si c'était juste pour l'intellect, j'imagine que par exemple la physique quantique, c'est peut-être un domaine encore plus stimulant intellectuellement. Donc ici, on aime bien la stimulation intellectuelle, mais on aime aussi maximiser son accumulation de richesse. Donc, en tant que personne rationnelle, le but c'est pas d'être le devin voilà, qui va faire ses petites analyses graphiques à la con ou suivre le dernier business à la mode. Comme je vous ai dit, suivre la foule, pire chose à faire. C'est d'être le meilleur acteur du marché, le plus informel, le plus sophistiqué ou quoi. Alors, ça veut pas dire être le meilleur général sur toute la planète. Voilà, ça peut être meilleur dans une certaine niche, dans un certain marché émergent, chaotique encore dans sa phase d'expansion et d'irrationalité. Donc c'est d'être le meilleur acteur d'un marché, parce que ou en tout cas dans le top des meilleurs acteurs du marché, parce que ces meilleurs acteurs-là, les plus informés, c'est ceux qui contribuent à améliorer son inefficience. Et donc vous allez être rémunéré pour ça, et c'est ceux qui vont vous payer, c'est tous les noise traders, tous les irrationnels, les traders de liquidité. C'est pas forcément le cliché du Nathan trading qui trade au doigt mouillé. Hein. C'est comme je vous l'ai dit, ça peut être juste des personnes qui cherchent, voilà, ils ont acheté du Bitcoin en 2015, ils veulent revendre en 2018 parce qu'ils ont besoin d'argent maintenant, voilà, c'est un besoin de liquidité, et donc ils vont revendre, voilà, sans information, de manière complètement bruyante. Donc c'est pas forcément juste des gens qui sont complètement un peu affolés, un peu en hyperventilation, à chercher des profits comme des gamblers là, en pensant que le marché leur doit quelque chose alors qu'ils n'apportent aucune information. Non, c'est pas forcément ce cliché du retail, ça peut être une société qui a genre juste besoin en fait d'échanger son bitcoin contre du dollar, ou d'un consommateur qui veut acheter un produit, voilà, bon, bref, c'est pas forcément un irrationnel total, émotionnel total, etc. Ça peut être un trader de liquidité, typiquement, qui a des besoins de liquidité. Donc dans ces noise traders, c'est eux qui vous rémunèrent pour rendre le marché plus efficient. Et donc, cet opposé minoritaire des noise traders, et je rappelle minoritaire parce que vous devez être le plus informé et le meilleur dans ce marché-là, c'est l'informed trader. Donc le deal, c'est quoi? C'est que vous dépensez de l'argent ou du temps, de la R&D, de la data, de la latence, voilà, vous cherchez à toujours exploiter plus d'asymétrie d'information qui permet de corriger les prix, les erreurs de prix, pour que ces prix intègrent toujours plus d'informations. Le marché donc vous rémunère pour avoir rendu ce prix plus juste. D'un point de vue économique, l'alpha, c'est pas un cadeau et c'est ni un problème, et au contraire, c'est un salaire versé pour le travail de correction du marché. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, les noise traders, c'est sain, il en faut. Il faut des noise traders, et il faut aussi la minorité opposée, les informed traders. Donc c'est quelque chose de sain, c'est les anomalies de marché, quand il y en a, tant qu'elles sont pas à ciel ouvert, de manière exploitable facilement, c'est bénéfique, c'est le signe d'un marché sain. Voilà, cette mécanique c'est cette mécanique de confrontation entre les informed traders et les noise traders qui rendent le marché plus efficient. Et on rappelle que pour que la machine économique fonctionne bien, il est bien plus intéressant et il est bien plus efficace d'avoir des marchés efficients. Ça pourrait faire l'objet d'un autre cours,
mais c'est pas le sujet de cette vidéo de voir le pourquoi du comment. Juste accepter le fait pour l'instant que avoir un marché efficient, c'est mieux pour l'économie dans sa globalité que d'avoir un marché inefficient et plein de frictions. Donc là, on va voir la troisième vision, bien connue dans la littérature économique et financière, c'est la vision de Law. Donc là, on a vu le paradoxe de Grossman et Stiglitz, l'application plus théorique de l'efficience des marchés, comment ça se passe dans la réalité avec l'asymétrie d'information, l'asymétrie technologique qui amène de l'asymétrie d'information, etc. Son application dans d'autres marchés que les marchés financiers. Mais il y a une troisième vision de l'efficience des marchés qui est plus biologique, qui est plus adaptative, et c'est la vision de Law. Donc Law, c'est un professeur très connu du MIT. Il a fait beaucoup de recherches en économie et en finance. Il me semble qu'il a même travaillé dans des hedge funds, etc. Donc c'est quelqu'un de très reconnu dans l'industrie. Et il nous apporte cette théorie qui est l'Adaptative Market Hypothesis, donc AMH. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce troisième module. Donc c'est un changement de paradigme ici. Il faut arrêter de penser que les marchés comme des systèmes physiques avec des lois statiques et immuables, mais comme des systèmes dynamiques, des écosystèmes biologiques avec de la compétition, de l'adaptation, de l'extinction, etc. Donc la question centrale ici, c'est comment survivre quand les règles du jeu changent en temps réel. Parce qu'il y a quelque chose de très classique, que pareil, on pourra faire l'objet d'un autre cours ici, mais c'est que les marchés sont non stationnaires partout en fait. La volatilité est non stationnaire, la moyenne est non stationnaire, tout est non stationnaire. C'est pas parce que Nvidia a fait 20% de rendement sur les 10... Je dis une connerie, hein, elle a pas fait ça, mais c'est pas parce que Nvidia a fait 20% de rendement ou X action, voilà, l'action A fait 20% de rendement pour les 10 prochaines années, qu'elle va forcément faire 20% de rendement dans l'année prochaine. Voilà. Attends, je la refais parce que je sais plus ce que j'ai raconté là. Donc oui, le point par exemple de la non-stationnarité, c'est typiquement l'action A, c'est pas parce qu'elle a fait pendant 10 ans 20% de rendement tous les ans que l'année 11, elle va nous faire aussi 20% de rendement. Il y a ce concept de non-stationnarité. Il peut y avoir des événements qui changent complètement la dynamique et le régime du marché. C'est un système complètement dynamique. Donc comment survivre quand les règles du jeu changent en temps réel? Et il y a un conflit en fait qui a amené cette théorie, c'est la différence entre rationalité et psychologie. Vous aviez deux camps en fait dans la littérature avant. Vous avez le camp de Fama, avec son EMH qu'on a vu précédemment, qui dit que le prix est tout le temps juste, l'humain est parfaitement rationnel, c'est homo economicus si vous voulez. Toute erreur est du bruit aléatoire, donc il n'y a pas moyen de faire... Voilà, il n'y a pas moyen de trouver d'informations qui permettent d'exploiter des anomalies de marché parce qu'en fait tout est intégré, donc si tu fais du profit, c'est de la chance, bravo, tu as gagné au loto, en gros. Et vous avez le camp de la behavioral finance et économique, donc de Thaler, le prix qui nous dit que le prix est faux, l'humain est biaisé, il a des peurs, il a de la cupidité, et les erreurs vont être systématiques. Lui, c'est carrément le contraire. En fait, il dit que les erreurs, il n'y a que ça. Et le prix est complètement inefficient. Donc, vous avez les deux extrêmes. Et Andrew Law, du MIT, nous dit que les deux ont un peu raison, mais pas totalement. En fait, il y a des points à prendre intéressants dans les deux systèmes. Et il va émettre sa propre théorie, qui est l'hypothèse des marchés adaptatifs. Donc, Adaptative Market Hypothesis. Donc, qui nous dit que les marchés financiers suivent une loi comme l'évolution, si vous voulez. Un peu comme dans la biologie, vous avez la théorie de l'évolution de Darwin. Eh bien, ici, il applique à peu près les mêmes règles. C'est-à-dire que vous avez les investisseurs qui sont des espèces. Vous avez les espèces qui sont, par exemple, les high frequency traders, c'est une espèce d'investisseurs. Les retails, une autre espèce. Les fonds de pension, c'est une autre espèce. Comme vous avez des tigres. Enfin, vous avez les félins, bon, je ne connais pas, bref, je vais pas rentrer là-dedans. Mais en gros, vous avez différentes espèces d'animaux, bah là vous avez différentes espèces d'investisseurs. Vous avez des stratégies différentes, donc ça c'est les traits de survie et les gènes. Il y a des stratégies évolutionnistes, enfin, par exemple, certains animaux vont avoir comme stratégie de devenir toujours plus fort, toujours plus agressif, toujours plus puissant, quand d'autres vont essayer de devenir toujours plus petits et de se reproduire énormément. Et donc tous ces traits-là, c'est des traits de survie, c'est ce qui permet la survie de ce type d'investisseur. Et ensuite vous avez donc le profit, c'est la nourriture, c'est les ressources rares. Donc voilà, c'est l'équivalent de la nourriture. Le profit
que vont réaliser ces investisseurs, c'est la nourriture, c'est ce qui permet la survie de cette espèce. Si cette espèce ne peut plus générer de profit, elle disparaît. Et vous avez l'environnement, c'est la régulation, la volatilité, le marché en question, l'actif tradé en question, les taux, les technos, etc. Mais comme je vous ai dit, c'est généralisé. Là, c'est pareil, hein, on se focus sur les marchés financiers parce que c'est plus facile, c'est standardisé, c'est liquide, c'est frictionless, etc. Mais en fait, tout ça, ça peut être vraiment étendu à d'autres domaines, à d'autres marchés, en fait, au monde des affaires en général, pas que au marché financier. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des théories économiques qui peuvent être appliquées de manière principe premier. Voilà. C'est des principes premiers qui peuvent être appliqués dans notre prise de décision pour mieux comprendre le monde et moins se faire, être plus compétitif et mieux réaliser nos objectifs. Donc, survival, c'est le principe de survie de celui qui s'adapte le plus. Donc, survival of the fittest, celui qui gagne, c'est celui qui s'adapte le plus vite au changement de régime. Vous avez dans cette théorie le concept que l'inefficience, donc l'alpha, n'est jamais éternel. Il va naître, il va attirer des capitaux parce que ça va savoir que des gens vont faire énormément de profit avec. Donc il attire des capitaux, puis ensuite beaucoup de gens exploitent cet alpha qui le fait disparaître, c'est le concept d'alpha decay. Puis ensuite, une fois qu'il n'y a plus d'alpha, il meurt. Et donc si ces espèces qui l'ont exploité ne trouvent pas d'autres alpha, elles meurent aussi. Donc ces classes d'investisseurs qui l'ont exploité, s'ils n'en trouvent pas d'autres, elles meurent. L'exemple, c'est le risque ARB dans les années 80, Stat ARB dans les années 80 aussi, il me semble. Le momentum dans les années 80-90, c'est Renaissance Technologies et Jim Simons qui en ont pas mal profité de manière publique. Comme je vous ai dit, les conférences de Jim Simons qui en parlent, des anomalies de momentum, surtout sur les commodities à l'époque. Crypto-arbitrage 2015, 2017, 2016, à la main, c'était des anomalies absolument aberrantes. Donc vous avez aujourd'hui qui n'existe plus, hein, parce qu'en fait l'alpha a été leaked. En fait, quand vous voyez, ça finit par savoir, en fait, quelqu'un qui exploite une anomalie, qui réalise des profits anormaux, ça se voit en backtest, etc. aussi. Donc ça permet, en fait, ça attire d'autres capitaux qui exploitent cet alpha, ça le fait disparaître, le marché devient plus efficient. Donc c'est ce que je vous ai expliqué un peu précédemment, c'est cette dynamique, c'est une dynamique qui rend le marché plus efficient et non un état naturel. Et on peut le voir comme une dynamique prédateur-proie, et comme je vous ai expliqué, qui sont les prédateurs, qui sont les proies. Les noise traders, c'est ce qui permet de rémunérer les prédateurs. Donc on pourrait simplifier en disant que le noise trader est une proie, même si ça peut être remis en question. Mais si vous voulez, oui, le noise trader de toute manière rémunère l'informed trader, ça c'est sûr. C'est lui qui permet sa rémunération. Donc l'AMH, justement, ça permet d'expliquer toutes les dynamiques, en fait, le fait que certains facteurs de risque, donc si vous voulez connaître un peu plus les facteurs de risque, c'est toute la théorie derrière le quantitative factor investing. Donc pareil, ça j'en parle dans mes offres privées, donc si vous voulez aller voir, tous les liens sont dans la description. Donc pourquoi certains facteurs de risque, comme le momentum, par exemple, ou comme le value, typiquement le value après les années 2000, dans les années 2000, je dirais 2010, 2020, a vraiment sous-performé, vraiment sous-performé, alors que de base, le facteur value était censé performer. Eh bien, l'AMH permet ce genre de problème de non-stationnarité, que des fois, certains facteurs de relation rendement-risque devraient rémunérer, alors qu'en fait, elles ne rémunèrent pas. Ça s'explique par l'AMH, c'est qu'en fait, on voit qu'un facteur rémunère beaucoup, donc ça attire des capitaux, donc tout le monde fait la même chose, achète les mêmes actifs ou vend les mêmes actifs, ce qui fait que ça crée une pression d'offre et de demande, ce qui fait baisser ou monter les prix jusqu'à un niveau d'équilibre, jusqu'à ce que le facteur en fait ne rémunère plus, parce que tout le monde fait la même chose, et donc les gens arrêtent de faire ça. Donc peut-être que l'anomalie revient, etc. Les facteurs de risque ne sont pas vraiment des anomalies, parce qu'en fait, c'est des choses qui durent sur le long terme, c'est des choses qui sont explicables économiquement. Mais on a aussi ce problème pour ces facteurs de risque-là. Le facteur de risque le plus connu, si vous voulez, c'est le bêta du MEDAF. C'est le fait que quand vous achetez du S&P 500, ça monte toujours, ça monte en moyenne sur le long terme, quoi.
certains facteurs de risque ne sont pas stables. Il y a des périodes de 10-20 ans où ils ne performent pas. Même si, en moyenne, sur le long terme, c'est démontré, économiquement, statistiquement, que ça monte. Enfin, que ça rémunère le risque, en gros. Mais donc, l'AMH explique pourquoi il y a cette dynamique, des fois, de facteurs de risque qui ne rémunèrent plus, et cette non-stationnarité, en fait, dans les marchés financiers. Voilà, par exemple, en moment de crise, toutes les corrélations tendent vers 1. Vous avez, en 2008, vous pouvez acheter de l'or. Hein. L'or s'est fait défoncer aussi. C'est-à-dire que les actifs qui sont censés être actifs refuges, vraiment dans les signes noirs extrêmes, tout se met à baisser, quoi. Même les actifs plutôt sûrs se mettent aussi à baisser. Tout se met à baisser, en fait. Donc ça explique cette non-stationnarité et le fait que, par exemple, dans les périodes de panic selling, comme en 2008, toutes les corrélations entre les actifs financiers tendent vers 1, etc. Donc voilà, l'AMH permet d'expliquer la non-stationnarité vraiment présente et omniprésente dans les marchés financiers. Donc si on peut en conclure quelque chose, parce que c'est vraiment une philosophie plus qu'une théorie applicable, l'AMH, comme l'EMH, j'ai envie de vous dire, c'est d'utiliser toujours des modèles causaux, c'est le causal investing, il me semble, c'est la thèse de Marco Lopez de Prado, qui défend depuis un certain temps. Il y a toute une théorie derrière le causal investing. Donc c'est de plutôt que de chercher des corrélations et chercher des causes derrière les corrélations. Voilà. Régime aware, c'est-à-dire que savoir qu'une stratégie performe dans un certain régime, savoir quand on est dans ce régime-là, et donc on peut utiliser cette stratégie, et quand on change de régime, donc la stratégie ne va plus fonctionner. Et causal par rapport à quoi? Fondé sur des vrais principes économiques. La compétition, la maturité de marché, la présence ou non d'alpha decay, la dépendance au régime, comme je vous ai dit plus haut dans cette phrase, un backtest statique sur 10 ans, il faut avoir conscience que c'est pas parce que vous avez un backtest qui a été réalisé sur 10, 20, 30 ans que l'anomalie que ce backtest, même si elle est statistiquement significative, va continuer de se poursuivre. C'est pour ça qu'il faut vraiment réduire les risques en utilisant une logique causale plutôt que juste regarder des significativités statistiques sur des corrélations, avoir toujours des principes économiques derrière votre stratégie, et vérifier l'alpha decay. Donc regardez si dans votre backtest vous avez une tendance à la performance moyenne à diminuer avec le temps. Et si c'est le cas, et si cet alpha decay est statistiquement significatif, eh bien potentiellement que c'est mort. N'utilisez pas votre stratégie parce qu'elle est en train d'être découverte et sa performance diminue avec le temps. L'alpha est en train d'être grignoté petit à petit, donc c'est pas une bonne idée de la déployer. L'alpha decay, pareil, on pourrait faire des cours, enfin bref, comme je vous l'ai dit, je pense que j'ai du contenu à faire pour les 40 prochaines années. J'abuse, mais en gros, oui, voilà. Alpha decay, c'est un autre concept très intéressant qu'il faudrait développer. Il me semble que la chaîne de Brieuc a fait une vidéo dessus, donc allez la voir si vous voulez. Je ne suis pas sûr de moi, mais il me semble. Donc comment on va gérer notre portefeuille de stratégie ? Dans le cas de l'AMH, c'est déjà backtest, etc. Et une fois qu'on sait que notre stratégie elle fonctionne, comme je vous ai dit, avec tout ce que toutes les méthodes, alpha decay, logique causale, etc., et qu'on a des performances statistiquement significatives, on va faire l'incubation. L'incubation, ça va être, on va tester notre stratégie avec des petits capitaux. Comme ça, si... c'est le principe de la nouvelle espèce, voilà. Si c'est mort, on n'alloue pas beaucoup de ressources, c'est pas grave, on n'a rien perdu. Mais par contre, si ça surperforme, on va progressivement scale la stratégie, augmenter la taille, le capital alloué à cette stratégie. Une fois que la stratégie a fini la phase d'incubation et a fini le scaling, on peut la faire rentrer dans nos classes de stratégie que l'on utilise de manière générale. Voilà. Donc là, portefeuille optimisé avec votre algorithme préféré, enfin votre gestion de portefeuille préférée, peu importe, c'est pas le sujet. Mais là, on peut l'exploiter. Et ensuite, il faut monitorer, pareil, l'alpha decay, tout ça, pour savoir quand est-ce qu'elle sort. Dès que l'alpha commence à décliner, là, on va réduire, on va descaler la stratégie
et voir l'arrêter complètement s'il n'y a plus d'alpha statistiquement significatif sur les derniers moments. Et ensuite, ça va être l'extinction, l'arrêt pur et simple. Pareil pour la mise à quarantaine, vous pouvez utiliser des mesures de risque, des kill switch qui vont couper la stratégie automatiquement si un certain drawdown typiquement est dépassé par rapport à une certaine métrique de risque. Vous avez plusieurs politiques pour la mise en quarantaine. Mais en fait, cette méthode d'incubation, cette logique derrière la mise en place d'une stratégie, permet le pari pascalien en fait. Ça permet de risquer très peu, à part du temps, mais pas de capital financier, parce que oui, vous allez passer du temps à chercher de l'alpha, etc. Mais vous allez très très peu risquer de capital financier, et vraiment de limiter au maximum les risques de perte en fait. Et d'avoir que votre payoff, ça va être max, ça va être comme le payoff d'une option si vous voulez, ça va être max de 0 PNL. Et le PNL, c'est s'il y a un PNL, voilà. PNL, c'est une variable aléatoire. Et vous avez max de 0 ou PNL. Et PNL, il est forcément positif. Parce qu'en fait, s'il est négatif, vous ne scalez pas la stratégie. Et donc, vous allez juste faire 0, quoi. Ou approximativement 0. Parce que vous serez resté peut-être à la phase d'incubation. Ou peut-être que vous serez resté à la phase primaire de recherche de stratégie. Et si vous avez exploité votre stratégie, elle a scalé, elle a fait du profit, vous avez et la mise en quarantaine, elle est faite de manière à ce que vous ne risquez qu'un certain montant propre, prévisible. Et en fait, toute cette procédure-là permet de réduire au maximum les risques et de faire en sorte, voilà, ce pari pascalien du fait que au pire, je perds juste du temps, au mieux, je gagne beaucoup d'argent. Voilà. Ça crée en fait une espérance positive dans notre prise de décision, dans notre stratégie, de manière purement mathématique en fait. Si c'est bien fait, si c'est fait de manière rigoureuse. Donc le problème de l'AMH, c'est qu'elle est vraiment trop qualitative. C'est vraiment très philosophique. C'est vraiment une méta-narration. C'est un principe premier, si vous voulez. On peut pas vraiment faire de... C'est pas comme un modèle de Black-Scholes où il y a des hypothèses de départ, mais on peut en dériver une forme fermée pour le pricing des options. Vous voyez, c'est très pratique, le modèle de Black-Scholes, alors que là, c'est plus un cadre de pensée, si vous voulez, une manière de penser les marchés, plutôt que quelque chose de très quantitatif. Mais c'est quand même... Voilà, en fait, on peut pas sortir... Le MH permet de sortir des modèles de Black-Scholes, des modèles du MEDAF, typiquement. Le MH permet ça. L'AMH ne peut pas permettre de créer des modèles... Enfin, il n'y a pas vraiment, en ma connaissance, de modèles théoriques qui se basent sur les hypothèses de marché adaptatif pour dériver des modèles. Comme l'a pu être l'hypothèse d'efficience des marchés, qui a permis de dériver des modèles à partir des hypothèses de marché sans friction, sans coût, parfaitement efficient. Donc c'est un problème, ce fait que ce modèle est un peu trop qualitatif et pas assez quantitatif. Et il pose aussi problème pour le problème de calibration, comment on mesure les niveaux d'efficience en temps réel. C'est ce que je vous ai dit. Par exemple, il y a plein de tests statistiques qui existent pour mesurer le niveau d'efficience que vous pouvez utiliser, mais ce modèle-là ne nous donne pas de test en fait. Donc c'est à vous de choisir votre test d'efficience préféré, variance ratio ou autre. L'exposant de Hurst, c'en est un si vous voulez. Bref, il y en a d'autres. Ça fera l'objet de d'autres vidéos. Donc la conclusion de ce module 3, c'est que les marchés, la conclusion de l'AMH, c'est que les marchés ne voient pas les marchés comme efficients, mais des marchés compétitifs qui mènent à une certaine efficience. C'est cette compétition entre les espèces, entre les traders haute fréquence, les retail, dans un certain environnement, avec leur propre stratégie compétitive. C'est cette dynamique-là, encore, cette confrontation, comme on l'a vu précédemment, mais on l'a vu de manière différente, parce que c'était pas dans la même théorie. Il y a une confrontation qui mène à une efficience. Et une efficience qui n'est pas un concept naturel, c'est une propriété émergente d'une compétition. C'est une propriété émergente d'un combat entre différentes espèces pour l'accaparation de ressources limitées qui sont les profits. Donc voilà, l'AMH
on voit encore qu'il y a certains concepts qu'on retrouve un peu dans la théorie que je vous ai présentée précédemment, avec le paradoxe de Grossman et Stiglitz, la théorie, la confrontation Informed Trader, Noise Trader, donc qui fait émerger l'efficience de marché. Donc vous voyez que la MH, pareil, hop, on a encore une sorte de dynamique qui revient. Et donc pour ce dernier module, module 4, la théorie de l'efficience asymptotique, ça c'est ma propre vision. En fait, j'ai fait une synthèse de tout ce qu'on a vu précédemment pour faire ma propre vision de l'efficience des marchés, plus pratico-pratique si vous voulez. C'est beaucoup plus facile de l'utiliser dans la pratique. Bon, pas pour dériver des modèles, c'est pareil. En fait, pour dériver des modèles, le cas parfait, c'est la théorie. Voilà, pour la microstructure, c'est le combat Noise Trader, Informed Trader. Ça, on peut dériver des modèles avec ça, mais c'est pas vraiment une théorie d'efficience à proprement parler. Donc c'est en fait l'EMH, la théorie phare d'efficience des marchés, qui peut permettre de dériver des modèles facilement. Mais c'est quand même intéressant pour notre prise de décision. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc en gros, ce modèle-là, il va unifier, comme je l'ai dit, tout ce qu'on a vu précédemment. C'est un modèle qui n'existe pas dans la littérature, c'est simplement ma propre théorie conçue à partir de mes bases de connaissances théoriques et pratiques. Donc le cadre, c'est l'espace temps-efficience. Voilà. En fait, le but de ça, c'est de voir l'efficience comme une dynamique au cours du temps. Voilà. Vous avez encore l'efficience comme un continuum entre pas du tout efficient et parfaitement efficient, l'efficience forte, si vous voulez, de la théorie de Fama. Vous avez ces deux extrêmes-là, vous avez ces deux extrêmes, et vous vous placez plus ou moins dans ces deux extrêmes, mais moi je le vois au cours du temps. C'est un espace, l'efficience c'est dans un espace, c'est un point dans un espace, en deux dimensions, de temps et d'efficience. L'efficience à 100% est impossible car l'information a un coût énergétique. Il y a ce coût d'information qu'on a introduit précédemment. On ne pourra jamais atteindre l'efficience parfaite parce que l'information aura toujours un coût. Peu importe la sophistication du monde, on pourra toujours aller plus loin dans la recherche d'informations. Donc il y aura, même si l'énergie devient abondante, il y a la fusion, le coût, l'IA devient complètement ultra sophistiqué. Le monde, on se base sur une civilisation à ressources finies, quoi. Donc même si on arrive à un stade d'évolution de manière extrême, voilà, on pourra toujours aller chercher de l'information plus loin à l'infini comme ça. Donc c'est une course sans fin. Donc l'efficience 100%, ça va être quelque chose vers lequel on converge. L'efficience parfaite, c'est quelque chose vers lequel on converge avec le temps, avec la croissance économique, avec la croissance technologique. Mais c'est quelque chose que l'on n'atteindra pas. Donc il y a ce concept d'asymptote d'efficience vers lequel on converge. C'est un plafond de verre d'efficience qui est égal, si vous voulez, à 1, c'est l'efficience parfaite, moins le coût techno. Voilà, parce qu'il y a un coût qui limite, il y a un coût techno, il y a un coût pour la recherche, etc., qui limite l'atteinte de cette efficience parfaite. E max, si vous voulez. Donc cette E-lim, c'est l'équilibre en fait, un peu qu'on a vu précédemment ici. Voilà. Donc ça va être jamais atteint. On va toujours tourner autour de cet équilibre-là. C'est l'asymptote vers laquelle on converge, si vous voulez. Et cet effet, cette asymptote-là va être dynamique dans le temps. Elle va elle-même converger vers l'efficience à 100%, l'efficience max. Parce que va y avoir un effet déflationniste qui fait que cette asymptote-là, cette efficience limite à un instant T, va augmenter au cours du temps, étant donné que au cours du temps, voilà, c'était pas le niveau d'efficience maximale, le niveau d'information auquel on pouvait accéder en 1980 n'est pas le même qu'en 2025, à l'ère de l'IA, à l'ère des satellites, à l'ère de SpaceX qui permet de quadriller parfaitement avec plein de satellites la Terre entière, de pouvoir analyser les parkings du Walmart avec des méthodes de vision par ordinateur. Donc toutes ces données qui n'étaient inaccessibles avant sont aujourd'hui beaucoup plus accessibles. Donc vous avez cet effet déflationniste de la technologie qui fait en sorte que la limite d'efficience vers laquelle on converge, elle-même converge vers l'efficience parfaite de Fama, l'efficience forte. Donc l'asymptote va avoir un comportement de monter vers cette efficience forte, et de convergence vers cette efficience forte, mais jamais atteinte. Conséquence, le niveau requis pour avoir un edge augmente.
ça va être la course sans fin qu'on a vue. Donc je vous ai fait un graphe si vous voulez, pour représenter le cours de vie, en fait, le comportement dans un marché. Le marché à temps zéro, il apparaît, il est chaotique, il y a des profits faciles. S'il est en croissance, voilà, c'est un marché voilà, qui apparaît, qui est en croissance. Au début, il y a des profits faciles, il y a beaucoup d'anomalies de marché exploitables. C'est la phase de Gold Rush, si vous voulez. Mais cette phase de Gold Rush, de profit facile, de pièces, de puits de pétrole à ciel ouvert, de pépites d'or à ciel ouvert, bah, elle va vite être exploitée, attirer beaucoup d'acteurs citadel-like, enfin en tout cas d'acteurs sophistiqués, qui vont rendre ce marché plus efficient. On va converger doucement vers l'asymptote limite au temps T, permise par le coût de l'information au temps T, et ensuite, on va sans doute arriver, comme par exemple pour le HFT. Le HFT a eu sa phase de Gold Rush, puis ensuite il y a eu des faillites en masse parce que le marché était trop efficient, toutes les anomalies ont disparu. Et donc la phase de crowding, les marges tendent vers zéro, donc les acteurs moins sophistiqués font faillite, il y a une capitulation, puis un reset, puis ensuite une convergence. Bon là c'est difficile à faire, mais normalement ça converge bien vers cet équilibre-là. En latex c'est un peu difficile de faire en sorte que cette sinusoïde-là converge bien. Bon, bref, en gros, là, on va avoir une convergence petit à petit, le mécanisme qu'on a vu précédemment, entre arbitrage, le mécanisme que je viens de vous montrer, voilà, on va voir ce mécanisme-là qui va se passer au cours du temps, autour de cet asymptote. Donc c'est la convergence de l'efficience du marché vers cette efficience maximale permise par le coût de l'information à l'instant T, qui est elle-même dynamique à cause au cours du temps. Voilà. En 1980, le niveau max permis par le coût de l'information, il est ici. En 2025, vu que l'information est plus disponible, circule mieux, la puissance de calcul augmente, il y a l'IA qui permet l'automatisation, le coût d'accès à l'information diminue, donc l'efficience permise augmente. L'efficience maximale permise augmente. Pour respecter, bien sûr, l'équation de Grossman et Stiglitz vue ici. L'efficience brute doit être égale au coût d'acquisition plus le coût du risque. Donc ici, c'est surtout le coût d'acquisition. Et en fait, tout ça converge peu à peu, au cours du temps, vers l'EMH strong, donc l'efficience maximale permise, qui est l'efficience forte, qui ne sera jamais atteinte, mais c'est la fuite permanente vers l'avant. Donc vous avez un cycle. Première phase, c'est le Gold Rush. Y a des inefficiences massives. C'est justement en tant que personne voulant maximiser sa richesse et son accumulation de richesse, si on démarre avec peu de capitaux, en tout cas peu de capital financier, mais du capital humain, voilà, on a du capital humain, on a des compétences en automatisation, en technologie, en computer science, en finance quantitative, peu importe. Bref, on a un capital humain qui nous permet d'obtenir des asymétries d'informations. Nous, on veut chercher des marchés en phase de Gold Rush, des marchés qui sont encore très très inefficients, avec beaucoup de bruit structurel et peu d'acteurs très sophistiqués. C'est là où on veut commencer. On trouve un marché comme ça, et là c'est agressivité maximale. Le but, c'est pas d'avoir un système parfait, c'est de trouver le système minimum viable qui permette de très rapidement exploiter ces anomalies. Il faut pas faire une usine à gaz. Et le gros problème que j'ai eu aussi moi personnellement, c'est de direct me dire tiens, je vais faire une usine à gaz, direct ça sera optimisé au max, et de me rendre compte à la fin qu'au final, je sais pas, les frais bouffent tout, qu'au final il n'y a pas vraiment d'anomalie, c'est bien pricé, bref. Mais genre autre temps, j'ai mis 1 mois à développer un truc ultra compliqué, alors que peut-être que j'aurais pu trouver, faire le système minimum viable. Ça marche pas, je kill et je change. C'est plus cette stratégie qu'il faut adopter, parce que sinon on va être en train d'optimiser un truc qui de toute façon fait pas de profit. Donc au mieux, on arrive à optimiser et à survivre, mais ça va être dur, et au pire on n'optimise rien du tout. Enfin on optimise mais il se passe rien, et on perd du temps. Alors certes on accumule des compétences, mais c'est quand même mieux de gagner de l'argent. Donc agressivité maximale, peu d'optimisation. On veut le système minimum viable qui extrait. Et une fois qu'on a trouvé et que ça extrait, on a trouvé le marché en phase de Gold Rush et les pépites d'or
à extraire qui sont faciles à extraire. Là, on peut industrialiser, là, on peut optimiser la latence, le code, le modèle, etc., etc. C'est dans la phase de saturation, parce que le but, c'est de rester le plus longtemps possible à exploiter ces anomalies de marché et de rester compétitif. Ensuite, il y a la capitulation, donc ça c'est la surchauffe, c'est quand il y a tout le monde s'est mis à exploiter les anomalies de marché, donc le marché devient efficient et atteint sa limite d'efficience par rapport au coût de l'information. Donc là, beaucoup se font défoncer ou leur alpha meurt, donc ils disparaissent, ils s'en vont. Ils font faillite ou ils ferment boutique tout simplement. Ça veut pas forcément dire qu'ils perdent leur argent, mais ils ont plus d'alpha, donc il n'y a plus de raison de rester. Ils se partent, et nous, le but, c'est de rester parce qu'on a suffisamment optimisé pour être dans les survivants. Et ensuite, c'est la phase de maturation. Donc là, ça va être maintenir son avantage compétitif, suivre l'asymptote qui croît au cours du temps, donc suivre cet asymptote pour tout le temps garder le edge, tout le temps être environ suffisamment proche, suffisamment dans les top acteurs qui permettent de maintenir le marché efficient. Donc maintenir le edge, renforcer les barrières à l'entrée, etc. Si vous voulez, c'est la course technologique. Il faut tout le temps, une fois que vous entrez dans la phase de maturation, il faut tout le temps améliorer, tout le temps innover. C'est la fuite vers l'avant, c'est la reine rouge de Alice au pays des merveilles, si vous voulez. Faut tout le temps courir, tout le temps innover pour rester à la même place, parce que si on arrête de courir, d'autres intervenants le feront, nous dépasseront, et ça sera eux qui nous passeront devant, qui obtiendront le edge, et nous, on devra fermer boutique parce qu'on n'aura plus de edge. Comme je vous ai dit, le marché récompense les meilleurs, pas les mid. Surtout dans l'extrémiste temps, mais bref, ça, on le verra plus tard. Donc, exemple de business dans la phase 1. Donc, c'est l'application business, l'application, c'est ce que je viens de vous dire. La phase de gold rush, donc c'est identifier une niche jeune, chaotique et inefficiente, avec peu de capital humain, peu d'infra type Citadel, etc., Jane Street, et une forte croissance. Exemple, le dropshipping e-commerce en 2013, la crypto en 2015, le HFT sur CME Nasdaq en 2000, début des années 2000, les marchés actions émergents, etc. L'objectif, c'est de construire un système minimum viable qui génère de l'alpha, pas une usine à gaz. C'est comme je vous ai dit, ne complexifiez pas dès le début, parce que sinon, vous allez itérer beaucoup trop lentement. Et en plus, pour rien, quoi. Donc la complexité, elle vient après. Une fois qu'on a trouvé le système minimum viable qui imprime, eh bien, on amène la complexité pour le rendre plus robuste et résister et être dans les top acteurs le plus longtemps possible et exploiter le edge le plus longtemps possible. Et mettre les barrières à l'entrée. Ensuite, on arrive dans la phase de saturation, donc le marché se structure, la concurrence arrive, on optimise, on automatise et on ajoute de la complexité pour améliorer l'efficience du système et rester à la pointe à mesure que l'efficience de marché se rapproche de l'asymptote, donc du maximum d'efficience possible dû au coût de l'information. Donc, ensuite, on arrive à la phase 3, la capitulation. Donc, c'est le tri. C'est ce que... De toute façon, je l'ai déjà fait de manière de tête tout à l'heure. Je vous ai déjà expliqué les 3 phases sur le graphe. Donc, la phase 3, c'est la capitulation. C'est le tri. Soit le système continue à produire de l'alpha, soit l'edge disparaît, donc vous devez vous casser. Malheureusement, vous n'êtes pas dans ceux qui survivent. Et c'est la plupart des acteurs meurent ici. Un exemple, c'est après la golden era, si vous voulez, du HFT US, eh bien, on a eu énormément de prop shop HFT, de firmes HFT qui ont fermé, vraiment des centaines qui ont fermé parce qu'il n'y avait plus d'avantages compétitifs. Et aujourd'hui, des sociétés de trading haute fréquence, il y en a beaucoup moins. En tout cas, des sociétés de trading haute fréquence importantes sur le marché US qui ne sont pas dans des micro-niches, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Citadel, il y a Jane Street, il y a Jump Trading, HRT, bref, il y en a d'autres, peut-être de tête que je n'ai pas encore. Il y a Renaissance Technologies peut-être, et encore, on ne sait pas vraiment s'ils font du trading haute fréquence, mais en tout cas, celle qui était spécialisée dans le trading haute fréquence dès ses débuts, c'est Citadel. Et aujourd'hui, Citadel est toujours dans les top acteurs. Mais avant, il y en avait des centaines de milliers pendant le... Enfin non, j'abuse. Il y en avait des centaines pendant
période du Gold Rush, HFT. Et aujourd'hui, on peut pas en citer des centaines. Donc ensuite, dans la phase de maturation, vous faites partie des rares pionniers, et top firmes du secteur. Vous avez scalé et vous devez continuer de scaler. Si vous arrêtez, l'asymptote d'efficience à l'instant T vous rattrape. Le niveau techno-informationnel requis pour avoir un edge augmente. Des concurrents vous dépassent et votre business meurt. Et l'exemple de personnes de sociétés, de firmes qui ont réussi à atteindre ces 4 phases, c'est Citadel, Rentech typiquement. Elles étaient là, Rentech, début du trading quantitatif, top acteur jusqu'à maintenant. Voilà. Citadel, tout début du trading haute fréquence, toujours top acteur jusqu'à maintenant. Elles ont passé toutes les phases de cycle en mettant des barres à l'entrée à tout le monde et en défonçant toute la concurrence du début du Gold Rush, là où il y avait les pépites d'or à ciel ouvert. Donc là où tout le monde pouvait rentrer, si on veut, avec un minimum de capital humain. Et actuellement, où c'est quasiment impossible parce que les barrières à l'entrée sont extrêmement élevées. Donc vous voyez, des sociétés comme Rentech et Citadel ont passé les 4 phases. Et dans le business en général, on pourrait citer Amazon typiquement, qui était là avant la bulle Internet, a passé la bulle Internet, et aujourd'hui c'est les top firmes en e-commerce, même si son profit ne vient pas vraiment du e-commerce mais de AWS, on pourrait dire quand même que Amazon a su vraiment être au tout début du business en ligne et jusqu'à maintenant être dans les top acteurs du business en ligne. Donc être au tout début de l'inefficience du business en ligne, là où les profits, les pépites d'or à ciel ouvert étaient présentes, et là où il y avait un maximum d'asymétrie d'information, et survivre jusqu'à maintenant. Quand il y a plein de gens qui ont peut-être vu les pépites du dropshipping mais qui ont fait faillite après parce que ils n'ont pas compris qu'en fait c'était une asymétrie d'information temporaire et que aujourd'hui en 2025 ça n'existe plus, donc ils ont peut-être cramé tous leurs profits qu'ils ont accumulés pendant la phase de Gold Rush sans s'améliorer, sans maintenir le edge, en pensant qu'ils sont compétents, en n'ayant pas les connaissances que je viens de vous citer d'efficience de marché, d'asymétrie d'information, et donc en se cramant les ailes dans les phases après le Gold Rush. Donc l'efficience n'est pas statique. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que déjà nous ce qu'on veut c'est devenir l'informed trader, que ça soit dans le business ou dans le trading en général. Ça sert à rien de jouer si notre but c'est pas de devenir le top informed d'un marché en question. Il faut penser que si on n'est pas dans le top informé, si on n'est pas dans le top, si on n'a pas d'asymétrie d'information, ça ne sert à rien de jouer. Si on n'a pas de edge, ça sert à rien de jouer. Si vous regarderez plein de conférences, d'interviews, Ken Griffin, etc., qui nous parlent du business, des conseils, etc., si vous n'avez pas de edge, ne jouez pas. Vaut mieux aller chez McDo et faire un taf de salarié, non j'abuse peut-être, mais vaut mieux faire un taf de salarié que de penser que le marché nous doit quelque chose et qu'avec un peu de discipline et un maximum de motivation et de bonnes énergies, le marché va nous récompenser. Parce que ça va pas se passer comme ça. Dans 1% des cas, ça va se passer comme ça parce que vous aurez de la chance. Dans la plupart des cas, ça va être terrible. Donc, évitez ça. Ayez conscience de l'efficience des marchés, de la symétrie d'information, etc. C'est comme ça qu'on accumule des quantités de richesse de manière anormale et qu'on s'enrichit économiquement. En tout cas au début. Après, il y a d'autres mécaniques. Devenir riche et le maintenir, c'est différent. Mais bref... Donc cette mécanique d'efficience, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle n'est pas statique et naturelle, c'est une dynamique. Elle est dynamique, elle bouge au cours du temps et elle émerge, c'est une propriété émergente d'un système, non une condition initiale. Et c'est une propriété émergente qui émerge d'un système, d'un marché, quand il y a un combat permanent entre la minorité d'acteurs informés et la majorité d'acteurs non informés. Donc les acteurs informés, vous améliorez en tant qu'acteur informé, vous améliorez le marché, vous êtes rémunéré pour corriger ces inefficiences, et en tant que noise trader, vous subventionnez les informés. Et si vous jouez sans edge, c'est ce que je vous dis, si vous jouez sans edge, sans asymétrie d'information, que vous ne cherchez pas, vous n'avez pas tout ce modèle mental que je viens de présenter dans le cours, si vous n'avez pas tout ce modèle mental pour votre prise de décision, que vous en foutez, vous jouerez sans doute sans edge, ou peut-être de manière inconsciente vous allez accumuler un edge, mais bref. Vous allez plus semblablement jouer sans edge, et mieux vaut un bullshit job et un lifestyle hédonique que de brûler votre capital en pensant que vous êtes spécial, que le marché vous doit quelque chose.
alors que vous n'avez aucun avantage compétitif. Vous êtes le parfait random qui suit la foule, comme je vous ai dit. Pire chose à faire, ne soyez pas ça. Trouvez votre avantage compétitif, cherchez des asymétries d'information, cherchez des marchés qui sont en phase de gold rush pour rentrer au moment où il y a beaucoup de bruit, peu d'acteurs, peu de capital humain, peu de citadelle-like firmes si vous voulez, peu d'acteurs très sophistiqués. Et ensuite, suivez ces phases-là, les conseils que je vous ai donnés, et puis tout ira bien. Sinon, si vous rentrez dans un marché en tant que gros noise trader, que ce soit le trading ou n'importe quel business dans le monde des affaires, peut-être qu'il y a 1% de chance, vous aurez les statistiques populaires, hein, donc vous aurez peut-être 1% de chance de réussir. Moi, je joue pas à un jeu comme ça où j'ai 1% de chance de réussir ou 1% de chance de finir comme tous ces témoignages Reddit terrifiants. Starting a business ruined my life, et vous voyez, il y a des centaines de pages de témoignages absolument terrifiants que nous on voit pas hein. Sur YouTube, on voit Jean-Marc qui achète sa Lamborghini en leasing à Dubaï, ou qui se fout de ta gueule avec son chiffre d'affaires ou son fake dashboard Stripe pour que tu achètes sa merde. Mais on voit pas tous ces gens-là. Donc ayez conscience de tout ça et faites tout pour devenir l'agent informé qui exploite les asymétries d'information et pas le noise trader ou le random qui a un modèle mental avec la pensée magique, qui ne pense pas en termes de système, qui pense en termes de coûts, qui pense en termes, comme je vous ai dit, pensée magique, système sucré, un peu qu'il va le récompenser s'il est discipliné et qu'il travaille dur. Non, ça ne se passe pas comme ça malheureusement. Donc voilà, hein, j'espère que ce petit cours sur l'efficience des marchés et leur application dans la réalité vous a plu. Dites-moi, n'oubliez pas de me dire si ça vous plaît ce genre de cours beaucoup moins tiktokisé, hein, où il faut plus de concentration pour suivre, comparé à une vidéo scriptée. Si ça vous plaît, dites-le moi, j'en ferai d'autres. Normalement, de toute façon, j'en ai écrit un autre. Cours sur l'extrémistan, le prochain, ou s'il est déjà sorti, je sais pas, mais le prochain, ou un autre cours qui sortira, c'est sur l'extrémistan et le médiocristan, au sens de Taleb, qui est très important à connaître aussi. C'est un concept très important à connaître quand on est dans le monde de la finance quantitative, mais quand on est dans le monde des affaires de manière générale. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura amélioré votre modèle mental de la réalité et de votre prise de décision pour maximiser votre enrichissement personnel, si je puis dire, car c'est pour ça que un peu on est quand même dans ce genre de secteur. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur la finance quantitative, si tout ça vous plaît, que vous voulez vraiment approfondir, accéder à des outils plus professionnels, ou même réserver un call avec moi, tout est dans la description. Si vous êtes une boîte ou un décideur dans une boîte qui a un code base par exemple sous-optimisé, ou vous n'êtes pas sûr de la qualité du code, j'ai mon service d'optimisation de système dans la finance quantitative spécialement, aussi le site est dans la description. Donc voilà, si tout ça vous a plu, dites-le moi. Sinon, je referai des vidéos scriptées et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà, portez-vous bien et à la prochaine.